propose qu'on commence par respect pour les personnes qui sont à l'heure. Donc, bienvenue à tous pour cette table ronde dans le cadre de cette journée nationale des troubles, enfin des 10, journée nationale des 10. Je suis fatiguée, je suis là depuis ce matin. Donc, cette journée, nous l'avons co-organisée avec Lucas Acli de Digital Inclusif et je suis Cécile Perret de Cécile Perret Conseil, consultante en neurodiversité. Nous accueillons ce soir Mélodie Ardoin. Donc, Mélodie, tu es une experte en neurodiversité. Tu es conférencière et autrice. Tu es directrice marketing et communication dans une grande entreprise du CAC 40 et cofondatrice du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail, fondatrice du réseau interne Les Atypiques chez Orange, enfin non, c'est le. Auteur du livre Atypique, 15 idées reçues décryptées sur les atypiques du cerveau, et tu animes le podcast Les Atypiques du cerveau. C'est ça. Merci de ta présence. En présentiel également, Thomas Bouquet. Thomas, vous êtes directeur général du Comité national de coordination action handicap, le CCAH, depuis juin 2022. Ce CCAH soutient des projets innovants pour améliorer la qualité de vie et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et vous êtes également impliqué dans le réseau Être, un réseau national d'entreprises engagées en faveur de l'inclusion et des politiques handicap. C'est à peu près ça. Je vous laisserai préciser. En distanciel, nous avons Philippe Trottin, directeur de la mission handicap et accessibilité numérique chez Microsoft France. Philippe, tu travailles à transformer la culture interne de l'entreprise pour améliorer l'emploi des personnes handicapées et développer des projets d'innovation en mobilisant l'intelligence artificielle et les services cloud pour l'inclusion. Nous vous prions d'excuser Juliette Speranza qui devait être parmi nous ce soir et qu'un mauvais virus a cloué au lit et qui ne peut donc pas nous rejoindre. La thématique de la table ronde est autour de la neurodiversité dans le monde du travail avec un focus sur les 10. Et ce que j'aimerais commencer à vous demander à vous trois, c'est avant de démarrer dans les questions vraiment relatives au monde du travail, c'est quelle est pour vous la définition de la neurodiversité? Est-ce que tu veux commencer, Mélodie? Oui, alors pour le dire simplement, c'est à l'instar de la biodiversité, mais pour les cerveaux, tout simplement. Très bien. Thomas? Alors, je vais faire du copier-coller. Je vais rajouter une notion qui est plus universelle, qui est la notion de vulnérabilité, qui vient croiser, impacter le sujet des neurodiversités, considérant qu'on va tous, à un moment donné, se retrouver dans une vulnérabilité et potentiellement, on a tous un petit grain de neurodiversité qui se cache, et on en parlera tout à l'heure, qui aurait échappé à des filtres, des diagnostics et qu'on sous-estime au quotidien. Et toi, Philippe? De mon côté, j'aurais tendance à parler d'intelligence atypique. Je pense que ça décrit assez bien les différentes formes de personnes concernées, à la fois les 10, mais aussi les personnes qui ont des troubles de l'attention, mais aussi l'HPI, enfin, des gens qui ont un fonctionnement atypique dans l'entreprise et qui va nécessiter probablement une adaptation particulière vis-à-vis de leur entourage. Je lisais tout à l'heure que 59% des personnes 10 cachent leurs troubles 10 en entreprise. Et donc, je voudrais vous poser, à partir de ce constat, la question de savoir, pour vous, quels sont les freins et les actions qui sont mises en œuvre pour favoriser le recrutement des 10 en particulier et des personnes neuroatypiques en général. Philippe, je te donne la parole en premier si tu veux. Oui, alors concernant les freins pour se déclarer, je dirais c'est principalement le fait que les gens ne se reconnaissent pas dans cette notion de handicap. Déjà, il y a ça. Ensuite, reconnaître un fonctionnement différent, c'est potentiellement, pour certains en tout cas, considérer qu'il y a une faiblesse quelque part et on n'aime pas déclarer sa faiblesse en entreprise parce qu'en définitive, on doit justement montrer qu'on est performant, qu'on est en capacité d'adresser tous les sujets pour lesquels on nous sollicite. Et donc, il y a ce côté-là.
Et puis après, il y a aussi probablement un côté OK, je suis 10, mais je n'ai pas besoin d'adapter mon environnement parce que je me suis débrouillé pour l'adapter moi-même. Et donc, pourquoi j'en parlerai? Il y a ce côté-là aussi, à mon avis, qui est important. Le frein principal, je pense, c'est quand même le management, parce que le management, de temps en temps, doit aussi être en capacité d'évaluer les individus de son équipe. Et dès qu'il a un élément, le moindre élément pour dire non, mais toi, tu es moins performant que les autres, il va en profiter. Et donc, forcément, ça va tomber sur les 10. Ok. On va continuer sur les freins, peut-être. On passera aux avantages, enfin aux moyens, aux actions mises en œuvre pour favoriser les choses. Thomas? J'y vais, je me lance. Ouais. Alors, je suis désolé, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je vais me représenter très vite parce que le CCH, ça ne veut pas grand-chose. J'ai aussi été directeur pendant 7 ans du CRA, qui est le Centre sous-autiste de France, qui est lié éminemment à la question des neuroatypicités, l'autisme et TND. Cette expérience m'a permis aussi, en tant que manager, d'éprouver le management de personnes dites neuroatypiques. Mais elle m'a aussi permis de prendre conscience d'une chose. Quand je manageais une équipe avec des psychiatres, et quand je racontais mon histoire personnelle, l'histoire qui fait que j'ai arrêté l'école en 3e, que je me suis retrouvé au coin régulièrement quand j'étais à la maternelle, à la primaire, parce que les troubles de l'époque faisaient qu'on me mettait au coin. Et je trouve qu'il y a 10 ans, j'étais diagnostiqué TDAH, batterie de tests. Et il y a cette question de prise de conscience, et d'autant plus lorsqu'on est un manager qui manage des organisations, c'était des délégués par contre, parce que et comment on se positionne en tant que manager lorsqu'on est soi-même concerné par comment on analyse, comment on compose avec, comment on analyse ses propres freins, finalement, à cette idée qu'on devrait cacher ce qui existe. Et comment, à partir de là, on se diagnostique, on se fait diagnostiquer, on évalue, on apprend à se gérer, et on essaye de transposer finalement ce qui part d'une expérience personnelle à un environnement de travail, en considérant, je dis dans mon intro, que je pense que lorsqu'on regarde les taux de prévalence, 15 à 20% de personnes concernées par TND, une personne sur 60 concernée par un TSA, potentiellement dans nos organisations, on va tous croiser quelqu'un qui est un peu neuroatypique. Et on va le sentir profondément et on ne saura pas forcément pouvoir aborder le sujet, encore plus si la personne ne l'aborde pas. Donc le premier frein, je pense qu'il est éminemment lié à sa situation personnelle, à sa capacité d'auto-analyse lorsque c'est possible, ou aux alertes que peuvent produire la famille, et notre famille, ou les collègues, ou les copains, ou les managers qui nous entourent. Ça, c'est la première situation qui, à mon avis, empêche une meilleure considération du trouble, parce que ça reste un trouble. Hein. Sur le côté des gens extraordinaires, n'empêche que la première cause de discrimination, c'est le handicap, et que le TND ou TSA crée de la souffrance. C'est-à-dire on part quand même d'un postulat où il vaudrait mieux être neuroatypique, plutôt neuroatypique, parce que c'est quand même confondre avec quelque chose qui ne marche pas, et ou quelque chose qui va nous obliger à surcompenser tout le temps pour essayer de ressembler à quelque chose qui marche. Bon, dans l'absolu, considérons quand même qu'il y a un problème de base, mais que c'est un problème environnemental et qu'effectivement, le premier frein vient de soi-même, mais le deuxième frein vient de ceux qui nous entourent et la capacité à non pas discriminer, à connaître, encourager, valoriser. C'est un peu long, hein, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement ce retour de votre propre expérience avec un diagnostic tardif, si je comprends bien. Je vais finir sur le diagnostic tardif parce que je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Certains vont avoir le même âge que moi ou un peu plus jeune, un peu plus vieux. Mais une grande majorité, nous sommes tous passés à travers les filtres d'une évaluation d'un diagnostic. La génération qui naît entre 70 et 90 n'a pas accès aux outils diagnostiques que l'on a aujourd'hui pour justement être diagnostiqué, évalué, diagnostiqué, accompagné. C'est-à-dire que potentiellement, il y a une génération de l'oubli, et qui se révèle lorsque c'est possible, mais qui se cartonne souvent. C'est-à-dire qu'on voit ceux qui réussissent, tant mieux. On ne voit pas ceux qui échouent et qui sont dans des situations sociales et de souffrance au quotidien telles, non pas parce qu'elles n'auraient pas les capacités, mais parce que justement, on les a un peu oubliés sur le chemin du parcours
notamment de l'école. Et je pense que le deuxième frein, qui est plus systémique, c'est la place de l'école, la place des premières lignes dans cette évaluation, qui va permettre de plus ou moins outillé pour construire avec solution et essayer d'avoir un parcours les moins difficiles. Merci Thomas. Mélodie, pour toi, quels sont les freins? Oui, je pense que quelque chose pour compléter en tout cas de mon point de vue, je dirais les stéréotypes, tout bêtement. Parce qu'en fait, les freins, parfois, c'est peut-être pas tant des freins, alors ça peut aussi, mais des freins réels de part et d'autre, mais ça peut être aussi des stéréotypes que soi-même on peut avoir intégrés, parce que ça fait partie, ou alors on a peur d'eux, ou alors il y a une méconnaissance qui fait que. Et donc sur les troubles 10, et puis globalement, en effet, sur tout ce qui relève de la neuroatypie. Et tout à l'heure, tu évoquais le côté de ce qui ne marche pas. En fait, tout dépend aussi par rapport à quelle norme on prend. Et c'est ça également aussi pour le côté stéréotype. Et pour moi, en fait, ça se joue aussi beaucoup à ce niveau-là. Et tu citais les chiffres. Alors, sur l'ensemble des troubles 10, j'avais vu aussi des études sur la dyslexie, c'est 79% qui le cachent à leur employeur, parce que après, on va dire, selon les différents troubles 10, il y en a qui sont plus ou moins connus, donc il y a plus ou moins de stéréotypes derrière, et en effet, dyslexie fait partie de ceux qui sont les plus connus, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on entend peut-être plus parler, et qui fait qu'on va y associer des choses. Et c'est vrai que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé en tant que manager d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui s'est senti assez à l'aise avec moi pour en parler, parce que voilà, moi-même par un livre dans tout ça, il l'a fait, mais en fait, il n'en avait jamais parlé parce qu'en fait, peur d'être stigmatisé. Et donc, il avait, oui, trouvé ses propres méthodes, ce qui lui prenait beaucoup d'énergie au demeurant, mais parce qu'en fait, il préférait le cacher, quoi, malheureusement. Alors, du coup, je vais te donner la parole sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tu as créé un réseau scientifique en entreprise? Est-ce que c'est un moyen pour toi qui permet de favoriser le recrutement? Alors, au niveau je dirais, il y a plusieurs niveaux. Alors, parce que les gens, en fait, qui font partie du réseau interne de l'entreprise, ils ont déjà recruté. Néanmoins, moi, le retour que j'ai le plus souvent, que ce soit de mon groupe ou d'autres, ce qu'on appelle les ERG, donc les employés ressources groupes ou communauté de salariés, ça va être un retour de se dire, je ne me sens plus seule. Et déjà ça, c'est énorme. Et en fait, c'est parce que c'est des choses qu'on a pu cacher parfois, qu'on ne savait pas soi-même, etc. Et on se dit, mais alors, ok, peut-être que je me sentais bizarre, atypique, on mettra les mots qu'on veut, derrière, j'en sais rien, selon. Mais en fait, je ne suis pas seule. Et donc, du coup, encore une fois, la question de norme, où est-ce que je la mets? Et quand je suis avec ce groupe-là, quand j'échange, je me sens finalement faire partie d'une famille, on met les mots qu'on veut, mais ça dédramatise. J'ose dire aussi, c'est celui-là en entreprise. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je constate concrètement l'effet de ces groupes-là. Au-delà, évidemment, de la notion d'entraide aussi, de la notion de mentoring, peut-être pas systématisé, mais en tout cas, on sait qu'on peut faire appel à ou on peut demander un retour d'eux. Voilà. Après, le recrutement, c'est encore autre chose, parce que ce qui veut dire que ce qui peut se passer au niveau des salariés, il faut que ça sème, ça diffuse jusqu'au process RH. C'est encore autre chose. C'est encore une autre étape. Et là, on revient sur la question de déjà la sensibilisation, la connaissance de ces sujets-là, comment elle est faite, comment on le voit, je mentionnais, handicap par handicap. En plus, il y a la question de ce qui relève ou pas du handicap. Est-ce que moi, j'ai envie ou j'ai les capacités, parce que c'est compliqué aussi d'avoir une reconnaissance réalité de travailleur handicapé. Voilà, c'est très long, c'est compliqué, etc. Et socialement, on peut le faire, et puis après, on va en parler. Et puis quand on en parle, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, je sais que j'ai fait les démarches, après j'ai oublié que je les avais fait parce que 6 mois plus tard, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, tiens, 6 mois et encore. Et puis après, j'en parle. Ok, en face, on fait pas d'écart. Ok, et alors, mais en fait, il y a ça aussi, il y a le fait que ça ne suffit pas non plus de se dire on peut se déclarer, etc. C'est derrière, plus globalement, quelle est la vision de l'entreprise sur le sujet, qu'est-ce qu'elle est capable ou pas et qu'est-ce qu'elle souhaite ou pas mettre en place et à quel niveau. Que handicap, pas que handicap, parce que la question souvent elle est là.
parce que les obligations, elles sont sur le handicap. Comment l'entreprise va avoir ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que quand on tire le fil, en effet, derrière, au final, on arrive sur la culture de l'entreprise. Thomas, la culture de Encore, l'entreprise. je ne mets pas de côté, donc je terminais à la conférence cette semaine sur les aidants. Bizarrement, la question des aidants ressemble énormément à la question des TIS aujourd'hui, les neuroatypiques. C'est comment finalement l'entreprise considère qu'elle est vulnérable, et comment non pas elle va lutter contre ces vulnérabilités, mais elle va construire des chemins pour accepter ces vulnérabilités et en faire des forces. Et finalement, le sujet des aidants, le sujet des neuroatypiques, le sujet du handicap vient renforcer que, madame l'entreprise, désolé, mais vous avez au sein même de votre organisation des vulnérabilités. Il y a deux options. Et malheureusement, il y a au-dessus de ces deux options une notion qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est la productivité de l'entreprise, la performance économique, savoir l'ensemble des activités, y compris les activités non lucratives, doivent atteindre un niveau de performance. Et comment je considère ce niveau de performance qui est une nécessité absolue pour une entreprise, tout en incluant ces neurodiversités, ces vulnérabilités, non pas comme des ennemis à la performance, mais comme des réponses à une autre organisation qui permet d'aller vers la performance. En tout cas, qui permet en même temps de questionner ce niveau de performance économique, ce qui quand même reste un peu le nerf de la guerre, et qui permet en même temps de se dire potentiellement, est-ce que l'entreprise, demain, est une entreprise résiliente? Est-ce qu'elle est une entreprise dite de la porosité, c'est-à-dire du maïeutique avec d'autres acteurs sur un territoire? Est-ce qu'elle est capable d'intégrer du care management parce que finalement, l'ensemble des salariés qui la composent ont tous leur parcours, entre guillemets, complexe, au-delà de la neuroatypie ou des aidants, etc. Et donc, qu'est-ce que va produire notre entreprise qui souhaite considérer le problème pour pouvoir devenir en même temps une entreprise performante sur le volet économique et à la fois une entreprise servicielle au-delà de ce qu'un salarié lambda n'arrive pas à attendre. Et je pense que la question de la neuroatypie, la question des aidants, la question du handicap vient bousculer les normes, il a dit, elle vient bousculer les normes, y compris la performance économique, jusqu'à questionner comment ces entreprises se transforment versus comment elles sont. Et ce que je dis là marche bien pour les grandes entreprises. Je suis aussi DG du Clubet, qui est un club qui anime des missions handicap de grands groupes. Un magazine qui s'appelle Être en réseau qui traite de ces sujets-là. Évidemment que lorsqu'on est dans un grand groupe, ces questions-là sont plus facilement abordables parce qu'on a une direction des ressources humaines, parce qu'on va avoir le référent handicap, parce qu'on a des pairs. Et souvent, potentiellement, on a des réseaux de pairs qui sont organisés. Mais si on ramène notre problème à la TPE, à la PME, la petite organisation de travail qui a pas les trois quarts des ressources dédiées pour pouvoir, comment va-t-elle raisonner lorsqu'on va lui dire, tu as des 10, tu dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, comment tu veux agir, etc. Donc ça pose un problème de curseur, de conscience de politique de l'entreprise, mais aussi de sa capacité lambda à répondre à ces vulnérabilités, à trouver des solutions. Merci Thomas. Philippe. Oui, je peux rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Sur la partie performance économique, hein, les différentes études qui ont pu être menées sur les sujets diversité et inclusion ont montré que finalement la diversité était relativement intéressante, était plutôt source d'innovation et donc source de richesse, hein, parce que de toute façon, les entreprises aujourd'hui, elles sont dans un environnement concurrentiel et pour pouvoir se différencier, elles doivent innover. Et pour être innovantes, elles doivent apporter de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouvelles solutions. Donc une intelligence atypique apporte cette vision différente des choses, apporte peut-être aussi une vision de problème que peuvent rencontrer les clients, parce que les clients sont aussi représentatifs finalement de l'entreprise. Quand on a de la diversité, on va représenter ses clients et donc on va être en capacité de mieux les servir parce qu'on les comprend mieux. Donc il y a ce sujet qui est assez intéressant sur comment finalement cette diversité, lorsque l'on recrute, va être source de richesse et donc de performance aussi. Elle sera peut-être pas mesurée de la même façon. C'est ça qui est différent, c'est qu'il va falloir trouver des moyens de mesurer l'efficacité d'une personne parce qu'elle est génératrice d'idées, parce qu'elle est génératrice d'une vision différente et peut-être pas sur des critères de performance comme on l'entendait entre guillemets avant. Donc je pense qu'il y a cette évolution qui doit être faite. De la même façon, on a eu une évolution énorme du management qui est passé d'un management plutôt de contrôle
des résultats à un management d'accompagnement des ressources pour les faire évoluer, les faire grandir. Je pense qu'on vit un peu cette évolution aussi du management dans les entreprises. Et puis, si on parle de recrutement, d'emploi, je pense qu'il faut décortiquer les mécanismes parce que aucun chef d'entreprise d'une grande entreprise ne va dire non mais moi recruter une personne neuroatypique ça m'intéresse pas. Je pense qu'aucune personne du CAC 40 ne serait prêt à dire ça au niveau du top management. De l'autre côté, les ressources humaines disent bon ben nous pour attirer des candidats, il faut que la marque employeur de l'entreprise soit véhiculée de telle façon que ça donne envie à des candidats de venir. Moi, avant d'avoir une mission handicap chez Microsoft, on n'avait pas de candidats en situation de handicap, mais parce que c'était pas connu, on n'en parlait pas sur les réseaux sociaux. Il devait y avoir une autocensure des candidats qui faisait qu'ils ne rentraient pas ou qui ne postulaient pas dans une entreprise qui s'appelle Microsoft. Parce que voilà, de temps en temps, on se fait peur aussi. On se dit, bah, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les capacités? Il y a aussi ce côté compliqué. Donc pour moi, le côté finalement qui est plus problématique aujourd'hui, c'est comment on rassure les managers sur leur capacité à intégrer dans leurs équipes des gens ayant une intelligence différente et comment on les accompagne pour faire qu'ils soient en capacité de bien encadrer ces ressources. Et donc, évidemment, ça nécessite des formations, ça nécessite des explications de texte. Moi, je me souviens d'une de mes managers qui m'avait dit, on était allé faire un atelier où on avait des gens ayant différentes situations de handicap. On est ressorti de là et m'a dit, j'aurais pas pu faire ce que tu as fait parce que j'aurais eu peur de froisser les gens et de pas utiliser le bon vocabulaire. Donc, il y a cette crainte aussi de se dire, on va mal faire. Et donc, quand on reçoit quelqu'un et qu'on a besoin derrière de l'encadrer, on a besoin de mettre en place une confiance et de bien correctement l'encadrer, l'évaluer, adapter ses objectifs. Et là, il y a un gros travail à faire auprès des managers pour ça. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pour toi, cette formation, son contenu, qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce qu'on doit apporter aux managers pour qu'ils puissent accompagner, comment on peut développer une culture de la compréhension dans l'entreprise, comment on peut soutenir les personnes neuroatypiques et comment on peut amener les managers à le faire? Sur la culture d'entreprise, ce qui a été cité sur les IRG est assez représentatif. Nous, on a mis en place des cafés neurodiversité tous les mois pour avoir des temps de parole et pour qu'effectivement les personnes se retrouvent. C'est presque vital pour elles de pouvoir se retrouver, échanger, expliquer les difficultés qu'elles ont ou au contraire les solutions qu'elles ont réussi à trouver. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu culture d'entreprise. Après, sur le contenu des formations managers, je pense qu'il y a un peu d'explication de texte. Et je pense que ce que tu fais, Cécile, en termes d'explication de ce que c'est, ce que ça représente, les différentes formes, le vocabulaire, ça, c'est un premier niveau, on va dire. Il y a quelque chose que je rajouterais. Il faut que lorsque l'on rencontre un candidat pour la première fois en tant que manager, on lui ouvre aussi la possibilité d'en parler. Parce qu'il y a trop de managers qui ne parlent pas du tout des sujets diversité-inclusion. Ils vont simplement checker les compétences, checker le parcours du candidat et ils ne vont jamais dire, tu sais, l'entreprise est ouverte, on a un référent handicap, on s'intéresse énormément à la diversité et à l'inclusion, on est capable d'adapter ton poste, on est capable de t'accompagner au mieux pour te faire grandir. On cherche du potentiel, on cherche quelqu'un qui va évoluer dans l'entreprise. Si le manager il a ce discours, le candidat il va se sentir en confiance, il va dire, au fait, by the way, je n'ai pas besoin de beaucoup d'adaptation, mais je suis dysorthographe, ou je n'ai pas besoin d'adaptation, mais j'ai tel ou tel trouble qui effectivement me font que j'ai un fonctionnement un peu différent, mais pas de problème, on va se mettre d'accord, on va travailler ensemble et ça va bien se passer. Il faut donner cette opportunité aux candidats d'en parler. Cet après-midi, tu disais que dans le cadre de la conférence que tu as tenue cet après-midi, tu disais que Microsoft, dans les objectifs finalement de tout personnel, de tout collaborateur de Microsoft, il y a quelque chose autour de la diversité et de l'inclusion. Oui. Est-ce que ça va jusqu'à la formation de ces entretiens, de ces objectifs, de ces entretiens professionnels annuels, de ces entretiens de recrutement? Alors en fait, oui, c'est-à-dire toute personne dans l'entreprise a un objectif de diversité-inclusion. Alors l'objectif, il peut le réaliser comme il le souhaite. Ça peut être en soutenant des initiatives, ça peut être en participant, en accompagnant des associations de personnes en situation de handicap. Alors il n'y a pas que le handicap dans les sujets de diversité-inclusion, il y a aussi le fait, pour un manager par exemple, d'avoir de la diversité de profil dans son équipe. Ça peut être générationnel, ça peut être des hommes et des femmes, ça peut être, il peut y avoir différents critères, des origines différentes.
tous ces critères font partie des sujets diversité et inclusion. Donc, on invite toute personne dans l'entreprise à réfléchir à son impact sur les sujets diversité et inclusion. Et ça peut être un élément discriminant. S'il y a à faire une promotion sur un individu dans une équipe, s'ils ont un résultat équivalent, mais qu'il y en a un qui a été, on va dire, voilà, qui a mené des actions en faveur de cette diversité et inclusion, et qu'il réussit à les mettre en avant, bah, il aura un petit plus par rapport à un autre candidat, à une autre personne dans l'entreprise. Donc, bon, s'il y a un bonus à partager, il y en a un qui a un petit avantage sur l'autre, on va dire. Il faut que ça fasse partie des objectifs des individus, parce que finalement, la feuille de route, c'est ça que suivent les gens. Les gens vont regarder sur quoi ils sont payés, quel est l'attendu de l'entreprise vis-à-vis du temps qu'ils vont passer et consacrer à l'entreprise pour la faire avancer, pour lui amener des revenus, etc. Et donc, voilà, ça doit faire partie des objectifs individuels des personnes. Ouais, mais qui est à l'origine d'un réseau interne par rapport à la diversité cognitive et à la création de ce réseau des réseaux, quel impact tu peux avoir justement sur les managers, sur la sensibilisation, sur le fait de plus accompagner les managers et les personnes neurodivergentes? Je pense qu'il y a déjà ce qu'il ne faut pas oublier, même si on l'a mentionné, c'est-à-dire qu'on parle de différences invisibles et qui peut être invisible aussi aux yeux de la personne. Parce que inciter un climat de confiance où on va pouvoir en effet dire qu'on a tel ou tel besoin, c'est déjà top. Mais en fait, soi-même, on n'est peut-être pas en capacité de le savoir. Et c'est là justement où un réseau, mais ça peut être un réseau, tout comme ça peut être juste une entreprise qui en parle, comme le disait Philippe, largement, ça va permettre aussi, alors moi, je dis souvent quand j'accompagne notamment les managers, c'est pas tant avoir les bonnes réponses, mais que poser les bonnes questions, en fait. Parce qu'on peut ne pas avoir les réponses sur toutes les situations et la personne en face peut-être ne sait pas. Et après, il y a la question de « Ah, mais je pense que parmi tel ou tel critère, elle répond à ça, donc peut-être que… » Mais la personne en face, peut-être qu'elle ne sait juste pas poser ces questions, elle n'a peut-être pas envie d'explorer. Et donc, il y a aussi ce questionnement-là qui est important. Mais donc, du coup, c'est peut-être pas vouloir coller, alors, les étiquettes n'en parlons même pas, mais de se dire pourquoi déjà les questions à se poser. Et finalement, si on prend un pas de recul aussi par rapport à ça, c'est pas tant comment je vais pouvoir reconnaître ou accompagner ou savoir qui est neuroatypique, qui a, etc., etc. C'est comment moi, en tant que personne, en tant que, je sais pas, manager, RH, collègue, qu'importe, entreprise, organisation, je vais pouvoir garantir que le climat de confiance soit garanti pour que la personne en face, mais quel que soit son besoin finalement, parce que on peut l'étendre beaucoup plus largement, va se sentir assez en sécurité pour en parler. Et du coup, en parler si elle a besoin par rapport à du handicap, par rapport à la neuroatypie, mais peut-être besoin juste parce qu'elle se pose des questions ou parce que, voilà, c'est plutôt pour moi ce changement de paradigme qui fait que on peut aussi regarder ces situations-là sous un autre angle et qu'on peut faire les choses de façon plus globale, parce que sinon, le risque, en tout cas, quand j'y vois, c'est ce qu'on voit actuellement, qui est souvent, c'est la question, c'est, alors, on a besoin d'être accompagné pour savoir comment on va pouvoir repérer, mais repérer pour accompagner, pour aider les gens. Et en fait, voilà, la personne en face, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais voilà, c'est important aussi, du coup, de pousser. Alors, moi, j'ai un diagnostic en plusieurs étapes. Mais si j'avais eu beaucoup plus tôt en entreprise, ou même avant, mais disons en entreprise, quelqu'un qui me posait les bonnes questions ou qui partageait de la sensibilisation sur les autres sujets, beaucoup plus tôt, au détour d'un déjeuner avec un collègue qui fut la première personne à m'en parler, j'aurais peut-être pu aller faire ce chemin plus tôt et du coup, moi-même, découvrir mes forces, mes besoins, etc. Donc, il y a ça aussi. Je crois, Thomas, que dans le réseau Être, vous avez des entreprises qui travaillent justement à l'inclusion de la neurodiversité. Quelles sont les problématiques? Qu'est-ce qu'ils traitent? Quelles sont leurs idées? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Je pense qu'ils sont à la convergence d'un ensemble de problèmes et de situations complexes. La neuroatypie en fait partie, si on considère que c'est un problème au moins de situation. La santé mentale également, la problématique des aidants, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par nature, je parle en particulier de ça du réseau, donc moi, pour le coup, et malheureusement, on s'adresse à des entreprises de taille CAC 40,
qui ont en leur sein les capacités RH de développer une culture de la QVT, évidemment, et d'inscrire dans leur projet d'entreprise cette capacité à travailler les neurodiversités, comme le disait Philippe tout à l'heure, et à la fois à mettre en place des bons warnings pour identifier, accompagner et guider. Je pense que c'est aussi comparaison n'a pas raison, ce que dit là ne fonctionne pas partout, malheureusement. Pour autant, ces entreprises ont au moins créé, c'est déjà pas mal, des référents handicap, qui par nature dépassent la question du handicap, puisqu'elles sont sollicitées et où elles sont de plus en plus aguerries à identifier des situations qui peuvent potentiellement se traduire via la MQTH, ou au moins un miroir de sensibilisation pour celui qui potentiellement est concerné, et donc un accompagnement vers, ce que tu dis, potentiellement une évaluation et un diagnostic. Et donc, elles ont organisé, et je pense à Fiji par exemple, qui a une approche RH très orientée sur les diversités, et qui en plus, dans son réseau, dispose d'assistantes sociales, qui sont le trait d'union entre la cellule de travail, le RH, le manager, etc., et en même temps, l'offre d'accompagnement, parce que être guidé, être diagnostiqué, c'est formidable, mais en fait, ça ne suffit pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a posé un diagnostic. Wow, super. Qu'est-ce qui se passe demain pour essayer de rectifier sa situation, en tout cas l'améliorer? C'est là où certaines entreprises, et j'ai un IG en tête, disposent d'un réseau d'assistantes sociales qui vont faire ce maillage territorial et permettre à ce salarié, à cette salariée, de pouvoir être orienté vers le bon service. C'est-à-dire qu'elle dépasse le cadre du périmètre de l'entreprise parce que on est salarié de 9h à 18h, mais on reste la même personne de 18h à 9h du matin. Et donc, on inscrit les personnes dans un continuum, dans son parcours, et l'entreprise peut être, au-delà de sa fonction initiale, faire travailler les gens, produire, aussi cette structure qui oriente lorsqu'elle a les capacités de le faire. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on cartographie ces entreprises, on voit qu'elles ont des top management qui sont sensibilisés, voire certains sont concernés. C'est quand même toujours un peu mieux, je vous disais, la logique des pairs. Et évidemment, lorsque on connaît une situation, c'est plus facile de l'expliquer aux autres. Et en même temps, elles ont créé l'organisation RH vertueuse qui permet de dépasser encore une fois le cadre de la production pour essayer d'accompagner les personnes qui le souhaitent et ou au moins favoriser ce dialogue pour que les personnes qui le souhaitent puissent aussi à un moment donné s'auto-reconnaître et rentrer dans un parcours. Peut-être un petit élément complémentaire, parce qu'on n'en a pas parlé. Nous, on s'appuie aussi beaucoup sur le comité de direction de l'entreprise pour que chaque personne du comité de direction soit sponsor d'une initiative de diversité, ce qui permet quelque part aussi de s'assurer que le comité de direction a bien ça en tête. Et quand il s'agit après d'aller les voir pour leur dire regardez, il y a effectivement des progrès encore à réaliser sur telle ou telle thématique, notamment sur soit la reconnaissance des personnes dans l'entreprise pour pouvoir bien les accompagner, soit sur le recrutement, au moins on sait qu'on a un temps de parole, entre guillemets, au niveau du comité de direction pour en parler. Voilà. La notion de ruissellement, je pense qu'elle est positive dans ce cas-là. Avant que tu nous quittes, parce que je sais que tu as est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pour toi quelles sont les compétences des personnes 10 ? Est-ce qu'il y en a des particulières ? Comment on peut les valoriser ? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens dans ton entreprise, par exemple ? Alors, c'est compliqué de donner des généralités parce que moi j'ai mon cas particulier en tant que dysorthographe où je peux effectivement j'ai plutôt tendance, moi, à être quelqu'un qui ne sait pas dire non, par exemple. Je ne sais pas si c'est commun à beaucoup de gens, mais j'ai tendance à prendre les dossiers, à les prendre, jusqu'à presque ne plus pouvoir gérer les situations. Mais en définitive, il y a cette envie d'en faire plus, on va dire. Je pense que ça, c'est un peu commun à toutes les personnes en situation de handicap qui disent j'ai besoin d'en faire beaucoup pour montrer que j'existe, pour montrer que je suis quelqu'un qui a un impact, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi beaucoup, je pense, le côté créativité. Moi, je m'aperçois que mes collègues 10 ou certains collègues qui ont des troubles de l'attention essayent,
ont souvent beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, et je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis après, de la résilience. Je pense que c'est un sujet aussi important parce que quand on a différentes difficultés à surmonter, on a appris à combattre tout le temps, on a appris à prendre son téléphone et à aller se battre, on a appris à vivre avec. Et je pense que ça en fait une force. Moi, je connais plein de collègues neurotypiques. Quand il s'agit d'aller au combat, entre guillemets, ils sont un petit peu moins en avant que les autres. Et au contraire, j'ai beaucoup de volontarisme de la part de mes collègues neuroatypiques à dire non, mais t'en fais pas, on va y aller, on va prendre le sujet et on va le défendre. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous abandonner, malheureusement. Bonne continuation. Désolé. Merci Philippe. Merci bien. Au revoir. Pour poursuivre, Mélodie, pour toi, quelles sont les compétences, les talents Pareil, en fait, la question, voilà, beaucoup de mal avec les généralités, donc c'est et encore heureux, on n'est pas que un label ou parce qu'on aurait, parce qu'on a aussi notre vie, notre vécu, nos expériences, qui fait que, voilà, après, c'est vrai que dans les chiffres, il y a certaines tendances qu'on retrouve, mais je trouve ça quand même parfois risqué parce qu'on peut en arriver à d'autres extrêmes, entre guillemets, même si ce n'est pas le bon terme, d'avoir, comme on a pu avoir dans la Silicon Valley il y a quelques années, quand les programmes ont commencé à se monter, où on dit par exemple, ah, mais on travaille dans la data, dans l'IA, il nous faut des autistes, c'est génial. Bon, voilà, en disant, mais c'est des compétences super, il faut les mettre en avant, etc. Donc, en voulant du coup dire, ah bah c'est quelque chose de positif, on va le mettre en avant, on arrive aussi sur d'autres stéréotypes qui, même s'ils se veulent positifs, en fait, alors peut-être pour certaines personnes, et peut-être, oui, il y a des reconnaissances de patterns, de choses, voilà, où on sait qu'il peut avoir plus tendance à. Mais encore une fois, voilà, c'est comme on sait que, par exemple, il y avait des études qui avaient été faites sur des personnes qui sont dyslexiques et qu'on a remarqué que dans la population, notamment des architectes, il y avait une plus grande population de dyslexiques parce qu'en fait, une meilleure visualisation spatiale. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on retrouve, voilà, encore une fois, systématiquement. Donc là-dessus, c'est pour ça que moi, je suis extrêmement vigilante parce que c'est l'autre risque. Et en fait, je dis toujours, c'est le problème aussi français, c'est culturel également, où soit on va avoir ces sujets-là avec le curseur du handicap, qu'on va voir comme quelque chose de malheureusement négatif, qu'il faut accompagner, etc. Soit on va dire, c'est des super pouvoirs. Et alors, en fait, évidemment, la réalité, elle est au milieu, mais on a tendance à faire ce grand écart-là. Et du coup, à continuer à mettre des gens dans des cases, sans qu'elles soient. On change de case. Et voilà, on change juste les cases. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à cette question, parce que même si, oui, il y a des études, des choses qui peuvent ressortir, c'est risqué parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des personnes qui ne correspondent pas à ce stéréotype, qui soit, voilà, c'est quelque chose de positif ou négatif, on dit, ouais, mais toi, t'as pas l'air. Et alors, surtout quand on est une femme, on n'en a pas parlé. Mais voilà, moi, t'as pas l'air autiste, ok, t'as pas l'air d'avoir un TDAH, ok, si, en fait. Mais, et alors, en fait, et donc, il y a aussi ce question-là qui est, si on reste sur ce côté, oui, alors, quelqu'un va avoir tel ou tel critère, et on se dit pas quelqu'un, par exemple, qui est sur le spectre de l'autisme ne peut pas travailler dans la communication, j'en sais rien. Non, mais voilà, donc là-dessus, c'est pour ça que c'est. Mais c'est pour ça qu'on vous pose la question aussi, parce que c'est quelque chose qu'on partage avec Lucas également. Et je sais que moi, en sensibilisation, c'est quelque chose que je dis, c'est-à-dire que je vous donne des infos, des généralités, mais attention, avec des pincettes, et la personnalité passe à tout. Voilà. Oui, mais je pense que le mieux est l'ennemi du bien dans ces cas-là. Il faut toujours s'en souvenir. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu, les boîtes recrutaient massivement des personnes TSA, parce qu'effectivement, elles avaient des compétences. Et est-ce que le sujet, c'est que les compétences? Non, le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et peut-être que je ne suis pas compétent dans un domaine, et pour autant, j'ai envie de le faire, c'est comment on accompagne cette montée en compétences. Et pourquoi pas après travailler dans l'informatique aussi. Mais le risque, et le risque plus global autour des neuroatypies et du handicap, c'est effectivement généralisé. Parce qu'en même temps, c'est terrible, mais vous pouvez être 10 et autiste. Vous pouvez être handicapé moteur avec une dyscalculie. Vous pouvez avoir un problème de santé mentale et un problème moteur, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est des agrégats de plusieurs microbes et en même temps de plusieurs typicités et en même temps donc généraliser sur des cas d'espèces comme nous complexes, c'est un vrai risque.
autant, je pense que pour ceux, et c'est intéressant d'aller voir ceux qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire que j'ai parlé de mon cas, et c'est un cas témoigné assez facilement. Moi, je suis bourré d'optique à l'école maternelle, primaire, on vient le coin tout le temps, parce qu'à l'époque, la seule solution pour des gamins qui ont des tics, c'est le coin. En termes de valorisation, c'est pas génial, mais je ne suis pas des deux. Il y avait d'autres copains et copines qui avaient des tics. Et ils n'ont pas fini de délégué national d'un truc, ou délégué de machin. Ils sont toujours en galère dans leur vie à 50 balais. Donc c'est aussi intéressant d'aller regarder non pas les généralités, mais d'aller regarder l'impact de la discrimination, du non-accompagnement sur une multitude de personnes qu'au quotidien on a du mal à regarder, qui nous agacent dans le quotidien peut-être familial ou professionnel, etc. et qui n'ont pas réussi parce qu'on leur a pas donné la main, tendu la main, à s'extirper d'une situation parce que pas d'outils, pas de compensation. Je pense que l'enjeu c'est évaluer, diagnostiquer quand c'est possible et compenser, mettre en place des stratégies de façon à pouvoir gérer correctement son trouble lorsqu'il existe. Donc, ça évite de tomber dans le piège de la généralité. Et en même temps, si on regarde ceux qui ont plutôt réussi, c'est plutôt mes caractéristiques, j'ai les défauts de l'équité, j'ai les défauts. Moi, je suis un solutionniste. Je n'arrive pas à ne pas trouver de solution. Je suis tout le temps en train de trouver des solutions. Bon, hyperactif, très hyperactif. Hein. Et dans ma tête, c'est un mapping. Je vois toujours des solutions qui viennent derrière les vénéneurs. Donc, c'est-à-dire que j'ai des compétences et je pense que chez certains TDAH, on va retrouver cette caractéristique de dire, il y a un problème, il y a une solution, si ce n'est pas la bonne solution, il y en a une autre. Il y a 12 solutions. Exactement. C'est pas marrant. Et donc, évidemment, il y a des traits, quand on les remarque, on peut les encourager, quand les managers, avec ce risque de faire tourner la personne 365 jours sur 365, parce que si on n'a pas de limite, le cerveau, notre appareil cognitif, en fonction de notre trouble, peut être un moteur qui compte tout le temps. Et c'est aussi un problème, ça consomme énormément d'énergie. Donc on peut voir des collègues des fois le matin en mode je vais traverser l'Everest et puis en début d'après-midi dans le rouge, tout simplement parce qu'on a pompé énormément d'énergie parce que le cerveau peut marcher toujours. Donc je pense que c'est intéressant de se dire qu'il y a évidemment des compétences de créativité, d'altruisme, il y a des compétences de solutionniste, etc. Mais en même temps, ça coûte de l'énergie comme jamais et que tout ça a besoin d'être compensé. Donc, évalué, diagnostiqué, accompagné. Je pense que c'est sûrement le message qu'il faut essayer de faire passer, il n'y a pas de solution miracle. Tout à l'heure, Mélodie, tu parlais du sous-diagnostic chez les femmes et qui souvent génère par rapport à ce manque de compensation, d'aménagement, possiblement des dépressions, des burn-out. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle? Est-ce que tu peux parler d'expériences de personnes que tu connais par rapport à ce sous-diagnostic et ses impacts? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que sur l'intersectionnalité sur ces sujets, il y en a plein, mais en tout cas, sur le sujet des femmes, c'est un vrai sujet, et notamment sur le TDAH et le TSA, où il y a énormément de sous-diagnostics, parce que c'est quand même une femme pour 4 hommes, en moyenne, sur le TSA, c'est 8,9 à peu près, et non pas tant parce qu'il y en a moins, en tout cas d'un point de vue sexe biologique, mais parce qu'en fait, juste, c'est pas les mêmes critères, mais en fait, on en vient à la notion de genre, c'est-à-dire que, moi, en petite fille, c'était regarde les gens dans les yeux, souris, dis bonjour à la dame, enfin voilà, je caricature, mais à peine, tiens-toi sage, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, les petites filles, elles ont intégré beaucoup plus tôt certaines contraintes sociales, on a mis une pression beaucoup plus forte, et donc en fait, après, elles ont appris, j'ai envie de dire malheureusement, à compenser, et je dis malheureusement parce que d'un côté, peut-être un petit garçon pour rester dans la caricature qui va déranger la classe, qui va aller au coin, on va peut-être, et encore, le diagnostiquer plus tôt, mais une petite fille qui deviendra une femme, qui peut-être va faire un burn-out, qui peut-être va être diagnostiquée, parce que chez les femmes, à la place du TDAH, souvent, on va diagnostiquer bipolaire ou borderline. C'est les choses qui reviennent le plus. Et donc, on va peut-être mettre sous médicaments qui ne sont pas les bons, en fait, qui vont en plus aller apporter autre chose en plus, et qui vont dire, en plus, ça ne solutionne pas. Donc, il y a toutes ces questions-là sur les femmes. Moi, quand je me suis rendu compte, d'abord, j'avais passé un test de QI, donc, ok, j'avais compris THPI, mais ça ne m'avait répondu à pas plus que ça. Et en fait, c'est quand je suis devenue mère, où, en fait, maintenant, je comprends mieux, c'est juste que c'est pas tant parce que je suis devenue mère, c'est parce qu'en fait, j'avais plus l'énergie disponible pour me suradapter, pour masquer, et donc j'ai eu l'impression que mon cerveau avait cessé de fonctionner, ou en tout cas
c'est là où je me suis dit, enfin, toutes les méthodes que j'avais mises en place qui faisaient que je fonctionnais et que j'avais l'impression que ça ne me prenait pas beaucoup d'énergie, et bien là, j'avais plus cette énergie disponible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire justement ces diagnostics et où en plus, il faut trouver le ou la bonne spécialiste quand on est une femme, parce que typiquement, par exemple, sur l'autisme, il y a des choses en fait qui ont été calibrées, les tests ils ont été calibrés sur les hommes et les garçons, et encore une fois, de par le genre et de par l'éducation, et on peut passer à côté, et si on ne connaît pas cette spécificité-là, on peut en fait ne jamais savoir et voir avoir un diagnostic, on dit non, en fait, vous n'êtes pas concerné. Et du coup, et pire encore, se retrouver sur un divan, attaquer une psychanalyse par rapport à un problème qui est cognitif et génétique, et essayer de se faire analyser par, c'était mon combat pendant des années, c'est de démontrer que la psychanalyse n'a aucun intérêt en général. Je suis. Mais dans le champ des neurotypicités, dans le champ de l'autisme encore plus, et malheureusement, effectivement, surcompensé par rapport à ces situations de départ, notamment chez les femmes, et deux, l'offre d'accompagnement va être le divan. Donc évidemment qu'on a des fois prisonniers des mamans, souvent, des femmes, souvent, d'un parcours et qui aujourd'hui, encore une fois, jettent, pour ce dîner, en tout cas, sont en difficulté. Errance diagnostique. Errance diagnostique, la non-réponse, la mauvaise réponse, c'est un drame de santé publique par rapport à la fois des enfants qui ont grandi et des mamans qui ont. Ça, ils en parlent aussi. Enfin, moi, j'ai une amie qui, malheureusement, a eu des soucis d'alcoolisme, qui a été diagnostiquée bipolaire borderline. En fait, elle a HPI et TDAH. Mais en fait, ça, personne, elle avait été faire diagnostiquer ses enfants. Donc, eux, OK, il y avait eu le diagnostic, etc. Mais à aucun moment, il y avait eu ce côté, voilà. Et en fait, l'addiction, tout ça, oui, c'était sa façon, malheureusement, de compenser. Plus on lui a mis c'est les mauvais médocs, les trucs, les machins. Et du coup, ça, en plus, c'est dans une spirale qui est compliquée derrière et qui met en échec, en fait. Et ça montre plus globalement qu'on a un problème d'appareillage et de connaissances et de compétences, naturellement. C'est-à-dire l'offre de soins, aujourd'hui, est encore trop basée. C'est la journée de la psychiatrie, aujourd'hui, je crois. Santé mentale. Un des problèmes de la psychiatrie, c'est son back-office. C'est son corpus qui, encore aujourd'hui, dénie un peu les neurosciences. Et les neurosciences, pour autant, nous permettent de rentrer un peu plus finement dans le fonctionnement cérébral de notre propre cerveau et de comprendre qu'il y a des choses qui sont absolument pas liées à la relation mère-mère, etc., mais qui sont vraiment cognitives. C'est-à-dire que si on a un enfant autiste, c'est pas la faute de la mère. Il me semble que c'est pas la faute. C'est ça, c'est pas. Oui, non, c'est pas pendant la grossesse, c'est pas dans le sens de la mère. Le militant au sujet, vous les évitez et vous les renvoyez aux recommandations de bonne pratique. Ouais, c'est bon, on est en ligne, donc. Non, j'assume, là-dessus, je pense que j'ai écrit suffisamment de choses sur la psychanalyse. Mais je pense que l'enjeu derrière, c'est effectivement comment on répond. Depuis tout à l'heure, on parle finalement des neuroatypies dans l'entreprise, mais on voit bien que ça dépasse très largement le cadre de l'entreprise. Et quelle est la réponse thérapeutique, la réponse du soin, la réponse de la compensation pour permettre à une personne qui se reconnaît d'être bien accompagnée et d'évoluer dans ses aléas de la vie, dans son travail. Et puis le diagnostic aussi, c'est que c'est aussi également très culturel, parce que par exemple, dans les pays anglo-saxons, on est en train de dire aussi, l'autodiagnostic peut être OK, vu soit le coût pour avoir un diag, soit le temps, parce que les enfants autistes, c'est en moyenne 2 ans, et encore ça dépend lesquels, mais en fait, donc déjà, tout le monde n'a pas moyen d'attendre aussi longtemps, et où tout le monde n'a pas moyen déjà financier d'aller faire ça. Donc, il y a aussi une vraie question où en France, on a encore beaucoup sur attends, tu as un diagnostic, si tu n'as pas de diagnostic, il ne pourra pas t'aider en tant qu'entreprise, etc. Il ne pourra rien se passer. C'est aussi une vraie question. Et là, du coup, quel pourrait être le rôle Je pensais tout à l'heure, vous parliez d'entreprises qui sont engagées. Est-ce que la RSE, est-ce que la loi Pacte, est-ce que la CSRD et ses indicateurs peuvent être des moyens de faire évoluer les choses pour la neurodiversité? Peut-être que la norme va nous aider, les normes évoluent, à faire avancer le sujet. Et finalement, moi je crois plus aux vulnérabilités qu'à la norme. C'est-à-dire qu'à notre capacité individuelle, finalement, de se sentir vulnérable, de pouvoir l'admettre, d'en faire un état, mais aussi une force,
de façon à ce qu'à un moment donné, l'entreprise n'ait plus le choix à trouver des solutions, à travailler. Et je pense que certaines entreprises, le virage de cette entreprise servicielle sous l'angle de la QVT, qui est en capacité d'offrir au-delà d'un accompagnement RH, un service à un salarié qui aurait demandé de l'aide ou qui manifestait un problème, etc. Bon, je pense que c'est plus le cours d'histoire, la façon dont nous parlons aujourd'hui du sujet, la façon dont individuellement on se responsabilise, la façon dont on va éduquer nos enfants sur ces sujets-là. On voit déjà sur la diversité en général, la façon d'aborder le genre, etc. Plus on va être convaincu que la force, finalement, on l'a dans nos mains, entre guillemets, plus l'entreprise va mécaniquement devoir se transformer. Pour autant, on a besoin de normes, on a besoin quand même de cadrage pour bien orienter la responsabilité des entreprises au risque de faire du bashing du social bashing sur nos sujets et de n'être que concentré sur la production économique, la performance économique en soi seule à l'intérieur. Quels pourraient être les moyens de mesure des initiatives de soutien à la neurodiversité en entreprise? La mesure d'impact de manière systématique, où le SROI est un outil de calcul de la performance qui dépasse le cas de la performance économique. Et encore une fois, sont très normés. Je pense que le fait dont une entreprise, dont les salariés d'une entreprise pourraient plus facilement libérer la parole, exprimer leur vulnérabilité et à la fois leur capacité à travailler. Je pense que l'évaluation quantificative pourrait permettre d'avoir des indicateurs et en même temps, je pense qu'il faut que chaque individu salarié ait conscience qu'il est même au pilotage de sa neurodiversité. Parce que c'est le cas. Tu es cofondatrice du réseau des réseaux diversité cognitive. Qu'est-ce que tu as comme retour des entreprises qui se sont engagées dans cette démarche et justement sur l'efficacité de la présence de ces réseaux, sur les impacts que ça peut avoir? Le retour sur la présence de ces réseaux, alors après, il y a plusieurs formes, on va dire, parce qu'il y a des réseaux qui ont été créés, on va dire 90%, c'est par des salariés. Après, est-ce qu'il y a eu derrière sponsor, on parlait du COMEX, évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important, parce que ça montre que ça peut être et au niveau de l'entreprise. Est-ce que c'est juste un réseau qui vivote et voilà. Donc, il y a déjà cette question de prise en compte ou pas et à quel niveau du réseau et son apport. Il y a des entreprises aussi qui, côté par exemple diversité, inclusion ou RH, s'associent avec ces réseaux sur le principe de rien sur nous sans nous. Parce qu'en fait, si on fait des politiques, on met en place des choses au sein de l'entreprise, si c'est déconnecté de la réalité terrain, de ce que vivent les gens, c'est pas forcément pour le mieux non plus. Donc en fait, ces réseaux-là, ils ont, c'est un peu une capacité à aider à voir en fait cette réalité-là, à pouvoir mettre autour de la table aussi des personnes qui peuvent faire des retours sur, par exemple, quand on souhaite modifier les process, on parlait de recrutement tout à l'heure, il y a plein de choses, etc. Après, quand tu parlais du Cali et du Quanti, il y a aussi un outil alors, qui n'est pas encore dans toutes les entreprises, et qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score, donc qui est sur le principe, alors ça vient notamment au départ de l'expérience client, maintenant s'adapter à l'expérience salariée, et en fait c'est sur plein d'items différents, de pouvoir noter l'entreprise sur 1 à 10, et sachant qu'on considère, pour résumer très rapidement, en gros, il faut que, ce qui intéresse, c'est de savoir qui recommanderait l'entreprise, donc à partir de 8, ça devient discriminant. Donc, c'est un très haut chiffre. Et donc, si on intègre, par exemple, là-dessus, certaines entreprises commencent à le faire, des questions pour la diversité et l'inclusion, on peut, dans ce cas-là aussi, évaluer de l'intérieur, se dire, OK, parce que si mes propres salariés ne recommanderaient pas l'entreprise sur ces sujets-là, quelque part, c'est qu'il y a énormément de choses à mettre en place. Et donc, quand c'est le cas, c'est intéressant aussi d'aller questionner là-dessus, justement. Donc voilà, il y a des choses aussi qui peuvent se faire, à la fois se tester et à la fois mettre autour de la table des personnes concernées. Et donc les réseaux et le collectif aussi qu'on a cofondé, c'était pour ça. C'était pour se dire qu'au-delà de ce que chacune pouvait faire dans son entreprise, comment on peut aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, s'entraider. Et puis, parfois, également, mettre la pression aux entreprises en disant « Est-ce que vous vous rendez compte que tel concurrent, du coup, ils ont un réseau, qu'ils l'accompagnent, que ceci, que cela
bah, ça pose des questions aussi sur les salariés, mais sur les clients, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi l'image de marque. C'est vrai que c'est un sujet universel, on le voit dans le réseau Cabêtre, on voit cette centaine d'entreprises animées, on voit comment les référents handicap, qui sont pas des salariés, des gens qui travaillent et qui ont pris une casquette de référent, finalement dépassent le cadre concurrentiel et partagent, on a mis un forum avec un outil et une discussion, et partagent les bonnes infos, les bonnes pratiques. Et ça montre à quel point ce sujet permet de faire muter aussi ces réflexes de concurrence et voir on rapproche au moins des compétences, des gens et des compétences, sur des sujets qui traversent ces entreprises. Je pense que c'est l'exemple des pairs, c'est l'exemple, en tout cas, que lorsqu'on est face à une vulnérabilité, on a plutôt envie de s'en sortir que l'entier. Après, encore une fois, la vulnérabilité, c'est une question d'ordre, parce que, par exemple, nous, quand on fait des cafés visio et qu'il n'y a que des personnes atypiques, et que parfois il y a quelqu'un qui vient justement, qui a un référent handicap ou qui a envie de venir et c'est ouvert à tout le monde, et ben, la personne en vulnérabilité, c'est peut-être pas ça. Exactement, c'est ça. Que tout dépend de comment on regarde les choses. Mais ça dit quand même qu'il y a. J'aime bien la vulnérabilité parce qu'elle nous ramène à un devoir de conscience sur le début et la fin. Et que, effectivement, en fonction de comment on regarde les choses, on peut se sentir très, très vulnérable. On arrive à la fin de cette année. J'aurais une dernière question, pour conclure, je vous demanderai à chacun d'entre vous de proposer aux participants une idée pour, quand on est un neuroatypique, bien vivre dans le monde professionnel, et quand on est une entreprise, comment faire pour être neuroatypique. un seul. La principale. Je pense Qui que se lance. je dirais déjà se connaître et donc reconnaître ses besoins. Parce qu'on parlait d'énergie, etc. Tout ça, en fait, si moi-même je ne me connais pas, en tout cas, moi, les diagnostics, c'est ça que ça a permis, c'est de reconnaître mes besoins et en les reconnaissant aussi d'être, je n'aime pas ce terme, mais d'être bienveillante avec moi-même, en fait. Et de dire, c'est OK. Et ça, je pense que voilà, déjà reconnaître ses besoins, après les exprimer ou pas, ça va dépendre de plein de paramètres, mais ça c'est aussi encore autre chose. Mais déjà, voilà, être au clair avec soi-même là-dessus, ce qui n'est pas toujours évident, pour se mettre d'accord avec soi-même. Enfin, bref. Donc ça, c'est surtout quand il y a des diagnostics tardifs. Moi, je sais que j'accompagne ça force à de personnes pas mal de là-dessus. choses. Et oui, parce que entre du coup, on croyait être sa personnalité, mais qu'est-ce qui vient de la personnalité, qu'est-ce qui vient potentiellement d'un trouble et qu'est-ce qui vient à la limite de la rencontre qui s'en moque. Voilà. Donc, voilà. Je pense que pour soi, en tout cas, moi, je dirais reconnaître ses besoins. Et au niveau de l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà être en capacité de poser les bonnes questions pour aller au-delà des au-delà des stéréotypes, au-delà des clichés, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Tout simplement poser la question. Merci. Je pense que c'est quand même essentiel. Et je pense que concernant l'entreprise, c'est sa capacité à admettre qu'elle ne sait pas. Donc à partir de là, si elle veut savoir, il faut qu'elle aille voir ceux qui savent. C'est-à-dire que derrière, il y a un enjeu de valorisation de la connaissance. Il y a des entreprises qui ont très attention, encore une fois, social machine qui peut donner des prix partout, la meilleure entreprise de machin, on propose nos filles. On vérifie, on regarde. Et puis, à un moment donné, on n'a pas besoin de le manifeste peut être un outil de valorisation sans forcément la crier partout. Mais c'est vrai qu'une entreprise qui sait le partager, il faut qu'elle fasse. Elle a presque ce devoir d'être, entre guillemets, ce père entreprise, cette père entreprise qui va pouvoir accompagner d'autres entreprises sur des sujets éminemment universels, puisqu'on parle de nous et on parle d'humain et on parle de parcours et le salarié n'appartient pas à son entreprise. Donc, raison de plus pour se dire qu'une entreprise, elle a plutôt intérêt à essayer d'ouvrir les vannes. Et d'ailleurs, petite remarque qui peut-être sera un peu du cas, mais c'est rigolo de voir comment des fois une entreprise veut garder ses talents. Moi, par nature, dans toutes les entreprises à l'exemple que je pilotais, j'ai toujours réussi à dire entre guillemets à mes collaborateurs, si vous voyez mieux, si les dire en mieux, si je vous accompagne, même si je suis très content de vous, allons-y. Allons-y, tout simplement parce qu'on n'est pas la propriété de quelque chose. L'entreprise n'est pas en tout cas, le salarié n'est pas la propriété. On reste des individus à part entière avec des choix, des capacités à les faire. Et donc, les entreprises devraient essayer aussi de réfléchir à cette transversalité. Peut-être que la neurodiversité nous oblige à penser ces ponts
Et entre les différentes entreprises. C'est un peu pieux, je ne pas non plus. Il n'y a pas d'angélisme, mais allez, allons-y ce soir. Et pour une personne concernée, un collaborateur. Bah, c'est toujours très difficile parce qu'il faut savoir se regarder. Se regarder soi-même, c'est compliqué de tout et s'observer. Et à la fois, moi je pense qu'il y a ce principe de savoir, et on revient un peu au sujet de l'autisme, désolé, mais on a trop souvent pas voulu annoncer le TSA d'un gamin à des parents qui amenaient leur gamin à la crèche, comme j'ai vécu 1000 fois quand j'étais directeur du CRA, la crèche, n'osez pas. Alors que plus on sait très tôt, plus on peut faire l'intervention précoce, plus on peut nous donner une chance sur des courbes développementales qui vont nous permettre d'avancer. Donc je pense qu'il faut casser ce mythe de je me cache un peu la vérité, plus on va chercher, non pas dans le volant psychologique, parce que ça nous ramène à notre histoire, les primitifs, plein de choses sur lesquelles on peut pas croire. Il y a des choses très factuelles. Plus on est capable de se dire, le factuel, je le vois quand j'en parle, mieux c'est. Après, le tout, c'est de pouvoir réguler et être accompagné pour le faire lorsque c'est pas possible. Et je pense qu'on a un devoir de coming out culturel à faire. Neurodivergent, je ne sais pas comment le qualifier, mais cette idée de pouvoir assumer, c'est pas mal de se dire qu'on a été lâche, ou qu'on est autiste, ou que voilà, c'est juste quelque chose de différent, mais why not, et pour autant, ça ne fait pas de nous des super-héros, des super-humains, etc. C'est juste qu'on est un peu de différence, et autant le considérer comme quelque chose qui est là. Mélodie, Thomas, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de participer en ligne et nous on va continuer.